Être capable de passer à l'action rapidement, c'est l'une des capacités les plus importantes. Donc dans ce guide complet, je vais t'apprendre tout ce que j'ai appris récemment pour battre la procrastination et passer à l'action massivement. Ce guide est fait pour toi si tu es du genre à laisser ton taf de côté jusqu'à la dernière minute, que tu as juste commencé un business et que tu n'arrives pas à te mettre au travail, ou peut-être que tu te retrouves à travailler toute la journée et le soir, quand tu checkes l'heure, tu sens que tu n'as pas fait d'avancée significative dans ta journée. Tu es en compétition avec les autres. Ta capacité à te mettre au taf et abattre tâche après tâche, elle est primordiale. Elle détermine littéralement ton succès. Si tu me donnes ton attention et que tu suis ce guide au mieux que tu peux, tu vas exploser ta capacité à passer à l'action et donc améliorer drastiquement tous tes résultats dans ton activité. Je vais t'apprendre toutes mes méthodes, celles que j'apprends à mes élèves dans mes accompagnements, qui leur permet d'accomplir toutes les tâches qu'ils doivent faire sans utiliser trop de leur volonté et donc qui leur permet d'avoir des résultats concrets dans leur business de freelance. Déjà, si tu suis ce guide, c'est que tu cherches activement à combattre ta procrastination et à t'en débarrasser. Et ça, c'est la première étape pour devenir une personne ultra productive. Donc rien que pour ça, bravo. Sincèrement, t'es sur le bon chemin. Laisse-moi te raconter mon histoire. J'ai 18 ans, je suis tout seul aux Pays-Bas, j'ai quitté la France depuis un mois pour bosser là-bas en tant que boulanger. Mon taf me plaît pas, je vois personne à part mes collègues, je me lève à 2 h du mat pour aller travailler. Bref, c'est pas fou, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un jour, après être rentré du taf, je me prépare à manger dans la cuisine et j'ai la réalisation que si je me retrouve dans cette situation, c'est uniquement parce que je procrastine. La seule solution que j'ai pour me sortir de ça, c'est le montage vidéo. Je sais que j'ai des bonnes compétences, mais dès qu'il faut passer à l'action, ouvrir Premiere Pro, apprendre des effets, écrire mon message de prospection pour trouver des clients, j'ai aucune volonté. Je m'y mettais péniblement parce que je savais que je devais faire absolument ces tâches, mais rapidement, je me surprenais à scroller sur Instagram. Et quand c'était le cas, je me disais, ce serait tellement bien si c'était plus facile de pas procrastiner. J'aimerais tellement avoir la discipline, l'environnement, l'état d'esprit qui me permettrait de faire ce taf sans que ça me demande d'effort. Mais je peux pas blâmer quelqu'un d'autre. Je me dis que je dois prendre toute la responsabilité. Je sais que je me retrouve en fin d'après-midi, énervé de pas avoir avancé sur mon taf, mais techniquement, j'aurais pu bosser et les envoyer ces messages de prospection. J'aurais eu largement le temps de finir cette vidéo, mais non, j'ai préféré regarder des vidéos YouTube. Et je me sens mal de savoir que j'aurais pu agir, mais non, que je l'ai pas fait. Peut-être que tu te reconnais en moi. Peut-être même que actuellement, tu es en train de procrastiner, en train de regarder un guide pour arrêter de procrastiner. Si c'est le cas, je vais t'expliquer tout ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation et tout ce que tu pourras implémenter directement après cette vidéo pour éviter que ça se renouvelle. Il y a 3 grandes familles de procrastination. L'inertie, l'immobilisme, ça va être quand tu as du taf important à faire, peut-être même que tu es payé pour faire ce taf, que tu as bloqué du temps pour le faire, souvent même t'aimes faire cette activité, mais pourtant, tu n'arrives pas à t'y mettre. La deuxième, c'est la distractibilité. Tu as commencé ton taf, mais la plus petite distraction te dévie de ta mission. Et avant même que tu t'en rendes compte, la moitié de la journée est passée parce que tu es passé à autre chose, peut-être des tâches plus petites, tout ça parce que tu es un peu stressé au final de faire la grosse tâche qui demande vraiment d'être faite, mais que tu te sens trop coupable de faire autre chose, de scroller totalement sur Instagram, donc tu te retrouves à faire du taf inutile, mais qui reste du taf quand même. Et la troisième famille, c'est le retard chronique, le fait de repousser constamment les choses. Tu repousses constamment tes objectifs les plus ambitieux, tes projets les plus importants, en te disant que tu vas les faire un jour, mais les jours passent et tu n'agis jamais. L'inertie, ça t'empêche de commencer ton taf. Les distractions, ça dévie ta concentration pendant la tâche. Et le retard chronique te fait tout remettre à plus tard et t'empêche de progresser. Moi, personnellement, je sais que je suis le plus touché par la distractibilité et c'est pour ça que j'ai mis des actions en place pour les éviter. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la procrastination n'égale pas un manque de motivation. C'est plutôt tu es très motivé, mais que tu as un manque de passage à l'action. Et c'est exactement pour ça que c'est si douloureux. Et tout ça, c'est à cause d'une guerre qui se passe dans ton cerveau sur différentes régions, sur différentes zones qu'on appelle Approach Avoidance Conflict. Ce conflit, il arrive entre 2 systèmes de ton cerveau. Le système d'approche, associé aux zones dopaminergiques de ton cerveau, qui sont reliées à la motivation, les récompenses et ton envie de passer à l'action. Et puis, le système d'évitement, associé au cortisol. Ça va être lié à la peur, l'anxiété et encourage l'inaction. Et ça produit une contradiction cognitive. La dopamine, elle est produite, te donnant l'envie de bouger, de passer à l'action, pendant que le cortisol, il est là pour te produire de la peur et de l'anxiété. Donc tu expérimentes en même temps l'aspect positif et négatif de la tâche. Plus tu te rapproches de la tâche, de ce que tu dois faire, plus les aspects négatifs augmentent et alimentent le système d'évitement. Et plus tu t'en éloignes, plus c'est l'aspect positif qui prend le relais et qui du coup augmente le système d'approche. Tu sais comment ça se passe, quand tu es loin de ton bureau, tu veux écrire un livre, tu te dis que ça va être incroyable, tu as plein d'idées en tête, que ça va devenir un best-seller, que tu vas être hyper connu. Mais quand tu arrives devant ton bureau, que tu dois ouvrir ton document Word et taper les mots sur ton clavier, t'as plus rien qui vient, t'as plus aucune envie. T'as envie de tout faire sauf cette tâche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs phases, plusieurs états avant d'arriver à l'état de flow. L'état où tu es hyper focus, que tu vois pas le temps passer et que tu avances de fou sur ce que tu dois faire. Et l'une de ces phases, c'est l'étape de lutte. Quand
tu viens juste de commencer à bosser et t'es pas dedans, c'est pas agréable. Mais il y a une phase toute petite qui vient avant, et c'est la phase d'engagement. Le moment où tu dois décider de sauter de l'avion quand tu fais un saut en parachute. Alors pour les athlètes, pour tout ce qui est physique, c'est plutôt facile à exécuter, puis arrive après toute la partie technique où là c'est galère. Mais quand il s'agit d'une tâche intellectuelle, c'est autre chose et ça va vraiment une partie qui est très compliquée. Donc maintenant qu'on a compris que la procrastination, c'est juste basé sur l'approche avoidance conflict, pour résoudre ça, les outils que tu dois utiliser doivent soit augmenter le désir de faire une tâche, augmenter le système d'approche pour qu'il puisse surpasser le système d'évitement, ou baisser ton système d'évitement pour que ton désir de faire la tâche puisse gentiment augmenter sans que rien ne vienne le bloquer. Maintenant que ça c'est vu, voici les outils qu'on va utiliser pour ça. Il y a 3 catégories. Il va y avoir utiliser les bonnes techniques de travail, les bonnes méthodes, supprimer tes blocages profonds et augmenter ta pression du passage à l'action. Il faut régler d'abord les problèmes les plus profonds pour passer ensuite aux méthodes et ensuite tu rajoutes de la pression pour complémenter tout ça. T'as vu, j'ai bien processé le truc, j'ai bien théorisé tout ça comme un autiste pour que tu puisses profiter juste des conclusions plutôt que de te taper tout le taf de fond. Premièrement, j'ai envie de te parler de la redevabilité. Ça, c'est ce qui a marché le mieux sur moi et vraiment c'est sous-coté. Personne n'en parle, je ne comprends pas pourquoi. C'est ce qui m'a permis d'autant progresser l'année dernière, c'est de me mettre en coloc avec d'autres mecs déter dans le business. On avait à peu près les mêmes projets. Et donc en fait, une fois que tu as 2 autres mecs dans ton salon qui font que de bosser, toi, tu peux pas te permettre de scroller sur Instagram. Eux, ils bossent. T'as envie de rentrer un minimum en compétition et t'as envie, à leurs yeux, d'être un mec fiable, un mec déter. Donc, tu fais que de bosser parce que tu veux pas les décevoir. En plus, quand t'es un petit groupe comme ça, tu peux te hyper, recevoir plein d'idées, rentrer en compétition, s'entraider. Donc vraiment, c'est génial sur tous les domaines. Et évidemment, sur le passage à l'action, c'est game changer. Par contre, forcément, et c'est peut-être pour ça que personne n'en parle, c'est compliqué à mettre en place quand t'es tout seul. Sachant que globalement, il y a une crise de solitude qui touche de plus en plus les jeunes. T'as pas forcément des personnes dans ton entourage qui vont te permettre de rentrer en compétition avec eux, qui ont un bon mindset et du coup que t'as pas envie de décevoir sur les tâches que tu dois faire. Donc c'est un peu complexe là-dessus. Et c'est pour ça, dans mon accompagnement pour booster le business des freelances, je mets ça au maximum en place. On se retrouve en petit groupe avec chaque semaine des bilans pour savoir qui a avancé sur quoi. Et c'est super fort. J'ai d'autres méthodes aussi pour maximiser la comptabilité, la redevabilité. Bref, je suis pas là pour faire ma promo de l'accompagnement, mais c'est génial et j'en parlerai sûrement à la fin de la vidéo si t'es intéressé. Sinon, tu as directement un lien en description pour en savoir plus. Dans la même idée d'accountability, le truc qui peut très bien marcher, c'est un habit tracker. Un habit tracker, c'est quoi? C'est juste, tu vas avoir une colonne avec tes habitudes, une autre colonne avec tes jours. Ça te fait un tableau et chaque jour, quand tu as fait l'habitude que tu dois faire, tu fais une petite case où tu remplis un 1 dans un tableau et après ça change les couleurs en rouge, en vert. Et le but du coup c'est de pouvoir traquer ce que tu fais, voir où ça pêche, essayer de faire des streaks, donc compléter le plus de jours possible sur une même habitude. Et évidemment par contre faut faire gaffe parce que le but ça va pas être d'en mettre trop pour faire semblant d'avancer et juste tu fais de la méditation, une douche froide, qu'est-ce qu'il y a, bref toutes les habitudes de déferso, mais au final ça te distrait de ton taf. Ça faut faire gaffe de pas tomber dedans. Faut vraiment rester concentré sur les vraies tâches. Maintenant si t'es tout seul ça va pas forcément marcher de fou, être game changer. Pourquoi? Parce que tu es tout seul face à toi-même et que si tu remplis pas une case, il y a que toi qui le vois. Mais si tu arrives à faire par exemple sur un fichier Excel ou un Google Doc plusieurs habit trackers avec tous tes potes, tu sais que tes potes vont pouvoir regarder si tu fais ton taf ou pas, si tu avances réellement dans ta vie. Et là, ça va te mettre une pression supplémentaire grâce à l'effet de groupe pour vraiment avancer et faire les tâches que tu dois faire. C'est toujours mieux que rien parce que ça rajoute un petit peu de gamification. Bon, maintenant que j'ai fait cette petite aparté, on va pouvoir attaquer les blocages plus profonds. Il peut y avoir un manque de sens, un manque de testostérone, oui, vraiment, ou le manque de connaissances. Et on va justement voir ce dernier d'abord. Ton blocage, il peut venir du fait que tu ne saches pas quoi faire concrètement. Je sais que si je prospectais pas assez de clients en montage, c'est en partie dû au fait que je savais pas précisément comment bien prospecter. Je me demandais si c'était la manière la plus optique de faire. J'avais pas de process en place sur lesquels je pouvais me reposer. Je savais qu'ils marchaient, j'avais confiance en eux. Et donc après, j'avais juste à agir tête baissée. C'est pareil que l'entraînement en musculation, par exemple. Si tu as hyper confiance en ton programme, que tu sais qu'il va marcher, que tu vas avoir des résultats, certes que ça va mettre plusieurs mois parce que forcément, tu vas pas prendre 15 kilos de muscle en une semaine. Si tu as 100% confiance dans le fait que tu vas avoir des résultats grâce à ça, tu vas pas avoir de problème pour passer à l'action et aller t'entraîner. C'est logique, t'as plus qu'à le suivre, c'est l'action la plus logique à faire. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège non plus de trop se renseigner et de jamais passer à l'action, il faut trouver un juste milieu. Et c'est pour ça que si tu veux devenir freelance, j'ai fait une formation gratuite qui va t'apprendre exactement comment trouver des clients, comment les prospecter, comment gérer les appels de vente pour après les signer, et comment gérer ton personal branding pour te différencier de tous les autres prestataires. Là, tu as tout rassemblé dans 3 leçons. La méthode marche, tu peux lui faire 100% confiance. Donc si ton but c'est de développer un business de freelance, c'est le premier lien dans la description. Fais-toi plaisir, j'ai fait tout le taf pour toi. Le deuxième gros problème profond, c'est le manque de sens. Que fondamentalement, tu sais pas pourquoi tu fais ton activité, la tâche que tu dois faire. Si c'est juste pour faire de l'argent, faire du cash, en général, c'est pas suffisant. À moins que tu fasses ça pour vraiment changer ta situation parce que
concrètement tu es dans la merde ou ton taf tu le détestes, c'est impossible. Mais si t'es pas motivé pour faire ces tâches qui vont te sortir de ta situation, c'est peut-être parce que ta situation, elle est pas si terrible que ça, qu'elle est tolérable. Si vraiment c'était impossible à tolérer, tu passerais vraiment à l'action et tu mettrais directement les tâches en place et tu regarderais pas cette vidéo en fait. C'est pour ça que c'est important de vraiment trouver un sens à ce que tu vas faire. Si tu sais que tu vas changer le monde, que tu vas changer des vies avec ton activité, ce que tu es en train de mettre en place sur le truc sur lequel tu bosses, normalement, t'as pas trop de difficultés à te mettre en place. Tu sais que ça va avoir un impact sur les autres, pas uniquement que pour toi. Tu vois, par exemple, je suis hyper hypé de faire la promotion, de parler de mon accompagnement, parce que je sais que littéralement, il change des vies. Ça peut permettre à des gens qui n'aiment pas leur taf de s'épanouir dans un métier beaucoup plus créatif. Donc pour bosser dessus, pour l'améliorer constamment, je suis hyper content de m'y mettre et j'ai zéro friction. Donc vraiment, le conseil que je te donne, c'est d'essayer de conscientiser sur quoi ton activité peut changer des vies, ou alors pivoter un petit peu ton activité, faire un changement suffisamment grand pour qu'il puisse justement impacter la vie des gens. Et on en vient au concept d'ikigai. Donc en gros, c'est une activité qui va remplir 4 critères: ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi les gens peuvent te payer et ce dont le monde a besoin. Si ton activité, ce que tu fais, est rempli ces 4 critères, tu vas avoir zéro problème normalement à t'y mettre. Et en fait, on en revient au concept de compétition que je disais en introduction. Si tu fais une activité qui remplit pas ces 4 critères, ça va te demander beaucoup plus de discipline, d'effort, comparé à des gens pour qui ça va être naturel. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit très compliqué d'être meilleur qu'eux, puisque c'est quelque chose qu'ils font naturellement. Donc, soit c'est vraiment un truc qui te parle, mais tu vas devoir compenser avec énormément de discipline, soit sinon, fais une liste des trucs qui t'intéressent et après, tu regardes si ça peut matcher ces 4 critères. Et le dernier problème de fond, ça va être, comme je le disais, ton manque de testostérone. Je sais, ça peut paraître un petit peu incohérent dans un guide comme ça, mais Andrew Huberman en a pas mal parlé. Andrew Huberman, neuroscientifique américain très reconnu, qui a un très bon podcast si jamais tu connais pas. Et l'un des symptômes d'un haut niveau de testostérone, c'est que ça va rendre les efforts positifs. Tu vas avoir un feedback positif sur le fait de faire quelque chose qui te demande de la discipline, quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ça va aussi augmenter ta compétitivité, ton envie de grimper l'échelle sociale. Donc si tu manques de testo, tu comprends bien que c'est terrible pour te mettre au travail et avancer concrètement sur tes objectifs. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la testostérone moyenne descend de 1% par an, donc ça touche à peu près tout le monde. Mais pour contrer ça, il y a des choses que tu peux mettre en place. Je vais t'en détailler ici. Maintenant, si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, je te conseille d'aller voir les podcasts là-dessus d'Andrew Huberman. Il y a des vidéos de Hamza Ahmed aussi qui en parlent très bien. Et en français, il doit y avoir Robin Dupuis qui a fait une très bonne vidéo, si je dis pas de bêtises là-dessus. Donc tu peux aller voir toutes ces ressources et vraiment, ça peut te changer la vie. Les solutions, le principal, ça va être de faire très attention aux perturbateurs endocriniens. Ils vont se retrouver dans tout ce qui est plastique. Donc évite de rentrer en contact avec du plastique, que ce soit les emballages de ta nourriture, de boire dans des bouteilles en plastique, de toucher du plastique au quotidien, que ce soit la souris de ton ordinateur, les tupperwares. Évite aussi de porter des vêtements synthétiques, donc tout ce qui est en polyester, en nylon, vraiment évite totalement, surtout si c'était sous-vêtements. Évite aussi de boire de l'eau du robinet. Idéalement, achète un filtre parce qu'en fait, tu vas avoir soit pas mal de fluor dans l'eau qui va te baisser tes taux de testostérone, et aussi dans l'eau, il y a des résidus de pilules contraceptives qui traînent, qui n'ont pas été filtrés totalement par les stations d'épuration. Et donc forcément, tu comprends que s'il y a un truc qui est fait pour empêcher les personnes d'être fertiles, si tu te retrouves toi avec ça dans ton eau, c'est pas forcément très opti pour ta santé. Et aussi, cuisine un maximum sur des poêles en inox. On sait très bien que tout ce qui est revêtement anti-adhésif, le téflon et tout ça dans les poêles, c'est plein de perturbateurs endocriniens. Ça se retrouve directement dans ta nourriture, surtout quand tu grattes un petit peu dans le fond de la poêle là. Cuisine sur de l'inox, c'est beaucoup mieux. Maintenant, tu peux faire des choses aussi qui vont maximiser ta testostérone. Là, on a juste évité de la faire baisser. Pour ça, tu as l'alimentation, de manger un maximum de lipides de très bonne qualité, donc du beurre cru, non pasteurisé, de l'huile d'olive, de l'huile de poisson, des œufs aussi, mange beaucoup d'œufs. Évite tout ce qui est huile de graines, donc que ce soit huile de tournesol, huile de colza, tout ce qui est à base de soja aussi. Mange un maximum de viande et de vache nourrie à l'herbe. Évite tout ce qui est nourri au grain, forcément, parce que si dans l'huile les grains on veut les éviter aussi dans ta viande. Et globalement, évite tout ce qui est aliments transformés et mange bio au maximum. Ensuite, tu as ton activité. Le conseil le plus simple, c'est d'éviter d'être sédentaire. Donc pour ça, de marcher régulièrement, de faire un maximum d'activité. Et aussi, ce qui va booster ta testostérone, ça va être l'activité physique très intense. Donc que ce soit du cardio à très haute intensité, ou alors faire de la force sur des mouvements polyarticulaires. Faire des max sur 1 ou 2 reps à ton squat, faire des max sur ton développé couché, sur ton soulevé de terre. Ça, t'inquiète pas, ton corps, il va comprendre ce qui se passe. Il se dit, il a besoin d'être agressif un petit peu, il va monter ta testostérone directement. Et maximise ton sommeil, 7 heures minimum, 9-10 heures, c'est optimal. Et là, tu verras que normalement, toute ta santé se passe beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'on s'éloigne du sujet de base de la productivité et d'éviter la procrastination, mais c'est des bases super importantes qui vont réguler
toute ta vie. Ton style de vie, il dicte en grande partie ta productivité maximale. Donc c'est pas quelque chose à négliger. Maintenant que les problèmes de fond sont réglés, on peut attaquer les méthodes. Il va y avoir des méthodes d'organisation sur le travail en lui-même et d'environnement. La première, c'est la planification. Je planifie toutes mes journées au quotidien. Je le fais sur Notion Calendar. Personnellement, je trouve que c'est mieux que Google Calendar parce que ça te permet de tout sélectionner et dupliquer les tâches plutôt que tout recommencer jour après jour. Donc, je gagne un petit peu de temps. Ça fait un petit peu moins de friction pour le faire. Et le but, ça va être à la fin de ta journée d'endosser le rôle de chef, de chef d'entreprise et de faire pour le lendemain, de planifier ta journée parfaite que tu devras exécuter. Et ensuite, le lendemain, tu prends le rôle de l'ouvrier, tu as ton plan par ton chef qui est fait, tu n'as plus qu'à appliquer sans te poser de questions. Tu appliques à la lettre en faisant confiance au chef. Après, peut-être que tu vas devenir schizophrène, c'est un effet secondaire, mais bon, en vrai, si tu es plus productif, ça passe. Et tu n'as pas le droit de modifier ta journée le jour même. Tu fais tout ce que tu t'es aidé de faire la veille. Bon, sauf si ta femme accouche, éventuellement, là, tu as le droit d'arrêter ton bloc de travail. Mais c'est la seule excuse. Une astuce que tu peux faire dans ta planification, c'est de faire des blocs de travail assez courts, avec des tâches précises à chaque fois. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est en mode Pomodoro. Tu fais des blocs de 50 minutes, après tu prends 10 minutes de pause, et pendant ces 50 minutes que tu as planifié, tu dois finir une tâche. Et après, le plus important, ça va être d'adapter ton emploi du temps, ton organisation, en fonction des feedbacks que tu as, pour planifier tes journées d'après. Si c'est trop dur, par exemple, de faire des blocs de 4 heures, alors que c'est ce que tu avais prévu, fais des plus petits blocs de 1 heure, 2 heures, teste si c'est bien. Ou alors, si c'est trop facile que tu n'as pas prévu assez de travail, bon bah tu rajoutes du travail pour les prochaines journées. Et après, tu vas savoir exactement ta dose de travail optimale pour performer dans une journée et avancer suffisamment vers tes objectifs sans que tu fasses un burn-out. Et un truc très important à faire aussi, ça va être de planifier ses repos. Quand tu planifies tes journées de travail, je te l'ai dit, tu es dans le rôle du chef. Donc tu te rends pas compte que le lendemain, ça va être toi qui vas devoir faire les tâches et tu as tendance à planifier du 16 heures de travail alors qu'en soi, t'es pas capable de le faire. Le problème, c'est que t'as pas d'empathie pour l'ouvrier qui va devoir faire les tâches. Et le problème, c'est que l'ouvrier, c'est toi le lendemain. Donc c'est important d'avoir de l'empathie pour lui. Il faut prendre son bonheur en considération. Comme dans une entreprise classique, si tu as un chef tyrannique qui exploite tous ses employés, ils vont finir en burn-out et au final, la productivité globale de l'entreprise ne va pas marcher du tout. En général, tu es obligé de te divertir, de faire autre chose. Le mieux pour ça, ça va être du sport, des activités sociales, mais aussi probablement du divertissement. Et l'avantage, si c'est planifié à la fin de ta journée, par exemple, ou à la fin d'un bloc de travail, ça devient une récompense plutôt que quelque chose qui vient interrompre ta concentration. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont full anti-divertissement. Et le problème du divertissement, c'est si ça prend trop de temps et que ça t'empêche d'avancer sur le taf que tu dois faire. Mais si, comme je te le dis, c'est planifié et que ça devient une récompense à la fin de ta journée, il n'y a pas de problème avec ça. Fais-toi kiffer. Regarde un bon film, regarde des vidéos sur YouTube. Et l'avantage, c'est que quand tu le planifies, tu vas pouvoir le mettre au moment où tu es le moins productif. Et ça va être une technique aussi que je vais te donner pour planifier tes journées au niveau du test, c'est de tester plusieurs horaires de travail pour tes blocs de travail et de voir lesquels moments tu as le plus de mal de te concentrer pour après faire en sorte de ne pas travailler sur ces horaires de travail. Je sais par exemple que je suis hyper productif le matin quand je suis à jeun, que j'ai rien mangé, mais que le midi, une fois que j'ai mangé et que je suis en pleine digestion, j'ai du mal à travailler. Donc dans ces cas-là, je peux aller me promener, je peux planifier des calls si j'en ai à faire ou alors justement je me repose de ma matinée de travail jusqu'à temps que mon niveau d'énergie remonte. Et c'est pareil, en fin de journée, je suis incapable de travailler, mon cerveau est totalement cramé, je sais que je suis pas du soir, et ben je vais pas planifier des sessions de travail à 23 h tout simplement. Et je m'adapte en fonction de comment j'ai appris à me connaître sur quelles sont les périodes de travail les plus adaptées pour moi. Par contre, j'ai découvert un truc récemment qui marche très bien pour se mettre au taf juste après manger. On en entend de plus en plus parler, mais c'est de ne pas manger de glucides le midi. Le midi, je me fais juste steak ou hareng, des œufs, du fromage, des lipides, beurre, huile d'olive et zéro glucides. Ça cale bien, j'ai plus faim et je peux directement travailler après. La digestion des glucides, ça va t'embrumer le cerveau, tu vas plus pouvoir vraiment te concentrer et ça te prend une énergie de fou. Et du coup, si t'en prends pas, que tu réserves toutes les glucides et le maximum de calories le soir, que tu te fais un giga repas, tu vas pouvoir travailler de fou encore toute l'après-midi. Une fois que tu as terminé ta journée de travail, là tu t'exploses un repas, tu te mets très très bien, ça te fait ta récompense, énorme plat de pâtes avec tout ce que tu veux. Au final, ça fait un très bon équilibre dans tes journées au niveau plaisir gustatif et aussi travail que tu peux accomplir. Et un truc à tester aussi, comme je disais, et on va revenir à la méthode Pomodoro, c'est la durée optimale de tes blocs de travail. Soit tu peux te faire des gros blocs de deep work de 4 heures, non-stop, zéro pause, ou alors tu fais du Pomodoro. Ce que je recommande, c'est du 50-10, donc 50 minutes tu travailles, 10 minutes de pause. Par contre, dans tes pauses, tu fais des vraies pauses. Il n'y a pas d'écran, pas de téléphone, tu vas faire des ponts, tu vas discuter avec des gens et tu ne penses pas à ton travail. Tu vas pas répondre à tes messages Instagram pendant ce temps. Non, vraiment, faut être nazi sur les horaires. En plus de ça, 50 minutes, au bout de 50 minutes, tu t'arrêtes. Et au bout de 10 minutes de pause, tu reprends directement. Il n'y a pas de négociation possible. Tu fais exactement tout ça comme un autiste. Et pour te dire, c'est tellement efficace que ça m'a permis de travailler plusieurs
plusieurs fois pendant 24 heures de suite sans avoir de baisse de productivité significative. Même à la fin, au bout de 22 heures, j'arrivais quand même à avancer dans mon taf alors que j'étais en manque de sommeil et que ça faisait déjà du coup 22 heures que je travaillais. Tout ça parce que j'étais hyper rigoureux sur mes blocs de travail, 50 minutes, et au bout de 10 minutes, je faisais la pause et je déconnectais vraiment. Je parlais avec l'autre personne avec qui je faisais le challenge de bosser pendant 24 heures, on faisait des pompes et du coup, ça reset ta stamina et donc tu peux repartir sur un bloc de travail comme si tu étais frais alors que ça fait déjà 15 blocs avant que tu as travaillé. Vraiment, c'est génial. Et en plus, ça te permet de gamifier un petit peu tes blocs de travail. Tu sais que si tu as prévu 8 blocs de Pomodoro dans ta journée, à chaque fois que tu en fais un, c'est une case de plus de cocher, tu te rapproches de l'objectif et donc ça te motive, ça te génère un petit peu des petits pics de dopamine et c'est génial pour ça. Aussi, ça te fait moins peur de te lancer sur un bloc de 50 minutes que de 4 heures, donc ça réduit la friction au démarrage. D'ailleurs, c'était un problème pour ça, pour démarrer ton travail, tu peux te dire que tu es obligé de faire seulement 5 minutes de travail. Après 5 minutes, tu t'arrêtes. Donc là, c'est très facile de se dire, de se motiver pour aller bosser seulement 5 minutes. Et en général, une fois que tu es lancé, au bout de 5 minutes, tu n'as pas envie de t'arrêter parce que tu es dedans. Et aussi, la méthode Pomodoro, ça peut permettre de faire des blocs de travail plus courts. Ça fait rentrer en jeu la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit que toute tâche va prendre l'entièreté du temps que tu lui as alloué. Par exemple, si tu te donnes 2 heures pour ranger ta chambre sera rangée au bout de 2 heures. Alors que si tu t'étais dit que tu te laisses que 30 minutes, au bout de 30 minutes, ta chambre serait rangée. Donc tu peux jouer là-dessus, de réduire volontairement les deadlines que tu te fixes pour avancer plus rapidement. Là, je vais te donner l'exemple que j'ai appliqué très récemment. Je me laisse un mois en juin pour faire 40 000 € de chiffre d'affaires. J'ai jamais fait 40 000 € pour te dire, le mois d'avant, j'étais à 5 000. Ça va être un objectif très ambitieux dans une période très courte. Et ben, ça va me forcer à passer à l'action massivement pour essayer d'atteindre cet objectif ou de m'en rapprocher au maximum. Ça peut être une technique que tu vas utiliser. Et là, du coup, je me retrouve à poster beaucoup plus souvent sur YouTube, à pas avoir de problème pour passer à l'action. Là, j'ai eu zéro friction pour écrire ce script et faire le tournage de cette vidéo. Et ça, probablement pendant tout le mois de juin. Donc, je vais probablement exploser mon business et la mettre sur une trajectoire très haute pour les prochains mois, juste en te fixant une deadline très dure à atteindre. Et en plus de ça, tu peux jouer sur la pression sociale pour augmenter la loi de Parkinson. Annonce que tu vas faire un truc dur avec une deadline dure à tes potes, aux personnes que tu respectes pour qui tu as de l'estime, que t'as pas envie de décevoir. Ça t'oblige à faire cette tâche dans les temps impartis pour pas passer pour un branquignol. Et justement, ce qui est très fort, et j'en reviens à l'effet de groupe, là c'est que justement, je suis dans une coloc avec 8 entrepreneurs et on se tape la déterre sur le mois de juin tous ensemble. Le but, c'est de faire le plus gros chiffre d'affaires avec toute la maison. Pour te dire, on vise 230 000, c'est énorme. Je sais pas si on va réussir et on se met des récompenses en plus de ça en fonction des chiffres d'affaires qu'on atteint. Bref, il y a une dynamique de fou. L'effet de groupe, c'est incroyable. Et encore une fois, si tu veux en profiter, il y a mon accompagnement qui est fait pour ça. Tu peux te renseigner dans la description. Maintenant que ça c'est dit, et avant de passer aux étapes pour te rajouter de la pression pour le passage à l'action, on va voir comment ça se passe sur ton environnement. Et pour améliorer ton environnement de travail, le but c'est de réduire la friction pour commencer ton travail et augmenter la friction pour arrêter ton travail. Ce que tu peux faire pour réduire la friction à commencer ton travail, ça va être d'avoir un setup clean, bien rangé, qui te donne envie d'aller bosser et qui te demande pas de modifier 45 trucs. Par exemple, je sais que quand j'avais un setup de tournage avec plusieurs lights installés, le micro, le réflecteur, le machin, j'avais une énorme friction à démarrer le tournage parce que je savais qu'il va y avoir plein de trucs à faire. Alors que là, j'ai juste à descendre ma caméra, hop, je me filme, c'est parfait, et là, j'ai pas de problème à m'y mettre. Un truc que tu peux faire aussi, et ça rejoint la planification, ça va être de te dire une heure où tu dois commencer à bosser. Par exemple, tu sais qu'à 10 heures pile, tu dois commencer de bosser. Là, comme ça, t'as pas à te dire, ouais, il faut que je m'y mette. Ouais, non, j'attends un peu, je regarde encore des vidéos. Ah, là, je vais m'y mettre. Non, ah, j'ai la flemme. Si tu sais, concrètement, à 10 heures, tu dois commencer à travailler. De 9h55 à 9h59, t'as pas de problème, tu peux scroller autant que tu veux sur TikTok, mais à 10 heures, paf, focus, tu t'y mets. Aussi, ce que tu peux mettre en place, c'est de faire en sorte que ton logiciel de travail, par exemple Premiere Pro si t'es monteur vidéo, s'ouvre automatiquement quand tu allumes ton PC. Comme ça, directement, tu ouvres ton PC, t'es lancé. T'as pas de distraction à « Ah, peut-être je vais aller sur Internet et regarder ce qui se passe sur YouTube, sur Twitter, sur les réseaux sociaux ». Non. Premiere Pro s'ouvre, tu vas faire du montage. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est faire des to-do list en amont pour savoir exactement ce que tu dois faire. Et donc là, t'as pas de réflexion à avoir sur ce que tu vas faire qui peut retarder ta mise en action. Pour réduire la friction de continuer ton travail, ça va être de planifier des moments de pause. Donc pareil que pour commencer ton travail, tu sais que tu as une heure précise, et bah là, tu sais exactement quand tu vas arrêter. T'as pas le droit d'arrêter avant, mais comme tu sais que ça va venir dans 20 minutes par exemple, c'est facile de tenir encore 20 minutes ton travail. Alors que si t'avais rien planifié du tout, que tu t'arrêtes au feeling, ces 20 minutes, tu te serais dit « Ah, j'ai la flemme, là, j'en ai marre, j'ai bien avancé, allez, je m'arrête. » Alors qu'en soi, tu avais encore la capacité de faire 20 minutes. Aussi, tu vas éliminer au maximum toutes les distractions dans ton environnement, donc qu'elles soient visuelles ou auditives. Donc travaille dans un endroit calme, où t'as pas 45 000 personnes qui bougent, mets un casque à réduction de bruit. Peut-être même, j'avais vu
vu, c'est Hormozy qui fait ça. Il ferme tous les volets de la pièce où il travaille pour avoir zéro distraction visuelle dehors, de mouvements, trucs comme ça. Et comme ça, il peut se concentrer énormément. Bon, maintenant, peut-être qu'il va faire une dépression, mais on verra. Et aussi, un truc qui va être super intéressant de faire, ça va être de séparer tes lieux de travail et de repos. Genre là, dans la maison où je suis, il y a une salle de deep work où on travaille tous et cette salle est faite pour bosser. Il n'y a pas le droit de faire autre chose, pas le droit de parler, on n'a pas de distraction, tout le monde se tait, tout le monde travaille. Et comme ça, quand je veux me divertir, regarder des vidéos, je sais que je vais le faire plutôt dans ma chambre par exemple. Comme ça, j'associe le lieu où je travaille au travail uniquement. Donc quand je sais que je suis sur cette chaise, c'est pour bosser, rien d'autre. Et idéalement, tu peux séparer aussi les appareils qui te servent à travailler et à te divertir. Genre sur ton PC, tu ne fais que de bosser. Tu n'ouvres jamais YouTube, tu n'ouvres rien du tout. Et sur ton téléphone, là, tu vas te divertir. Donc que ce soit Instagram, YouTube, tu regardes les vidéos, les films sur ton téléphone. C'est peut-être moins agréable, mais au moins, ça va te permettre de savoir que ton cerveau, il associe ton PC au travail uniquement et il va pas avoir envie de regarder des vidéos pendant que tu travailles. Et du coup, faut augmenter aussi la friction pour arrêter, pour avoir des distractions. Ce que j'utilise qui est très fort, c'est les bloqueurs d'applications. J'utilise Freedom, ça coûte quasiment rien, c'est genre une trentaine d'euros par an et ça te permet de faire des programmes, des plages horaires où tu ne pourras pas accéder du tout à certains sites comme par exemple YouTube, sur des applications sur ton téléphone, tout est synchronisé entre ton PC et ton téléphone, ça bloque les applications qui vont te distraire et tu peux te mettre en lock mode, ça veut dire que là tu pourras plus rien y faire, t'as pas la possibilité d'enlever ton mode de travail et donc là t'as plus aucune friction à continuer parce que t'as pas le choix, t'as plus que ça à faire ou alors c'est que tu te mets à regarder les mouches au-dessus de toi. Mais c'est pas très intéressant. Là-dessus, je te laisse aller regarder. Je suis pas du tout affilié, c'est juste je te donne l'info. Et voilà, je mettrai même pas le lien en description pour te dire. Et un truc qui peut très bien marcher, c'est la pression sociale. Comme je disais, si tu travailles en groupe, donc nous, dans la salle de deep work, t'as pas envie d'être le gars qui se met à regarder des vidéos YouTube pendant que tout le monde travaille. Si t'as quelqu'un qui passe derrière ton PC qui voit que tu regardes des vidéos YouTube alors que t'es censé travailler, bon, tu passes pour un guignol. T'as pas forcément envie, donc là on est tous en groupe, tous ensemble, on fait que de bosser, c'est génial. Et justement ça fait la transition parfaite sur la pression pour passer à l'action, la troisième grande catégorie d'outils que tu peux utiliser. Les étapes qu'on a vues avant c'était de l'optimisation, là on va faire en sorte que tu n'aies pas le choix, que ça ne fasse aucun sens de faire autre chose que de travailler. Le premier truc que tu peux faire c'est de te mettre réellement dans la merde. Ça, c'est à tes risques et périls, c'est plus risqué, mais ça peut te faire une énorme récompense parce que forcément, plus tu prends de risques, plus la récompense potentielle est grande. Et ça peut être des trucs comme quitter ton taf alors qu'actuellement, tu cherches des clients en freelance, mais t'en as pas trouvé. Là, ça va te mettre une très grande pression de trouver de l'argent pour payer ton loyer, etc. Et donc là, tu vas te bouger. Clairement. Tu peux aussi faire des contrats avec tes potes, du genre si j'ai pas fait telle action, au bout de tant de temps, je te dois 500 000 euros, bref, n'importe quelle somme qui te paraît énorme. Là, c'est pareil, ça va t'obliger, votre Parkinson, à faire la tâche dans le temps imparti. Tu peux aussi le faire toi-même, de te mettre dans la merde financièrement en mettant tout ton argent, en la bloquant sur un compte. Par exemple, tu mets tout, t'investis tout en bourse sur un PEA où tu peux plus y toucher, tu peux plus le retirer et le remettre sur ton compte. Donc en fait, tu es obligé de faire de l'argent. Sinon, juste, même si techniquement, tu as un gros capital, tu peux pas payer ton loyer. Ou alors, tu augmentes ton lifestyle de fou pour devoir le maintenir et que juste si tu fais pas de nouvel argent, tu vas être à court et tu vas faire faillite. Tu peux aussi investir une ressource. Donc par exemple, ton argent, tu l'investis pour louer un Airbnb où tu sais que tu vas bosser pendant une semaine pour finir ton gros projet que tu as à rendre. Et là, ça va te faire un lieu où tu n'as pas de mauvaises habitudes que tu vas associer uniquement au travail. Et en plus de ça, comme tu as dépensé, je sais pas, 500 euros pour louer sur la semaine, si tu bosses pas et que tu finis pas ton projet, ces 500 euros seront perdus à tout jamais parce que c'était pour ça que tu l'as loué. Donc là, ça va te faire une motivation en plus pour passer à l'action. Un exemple concret dans la vraie vie, c'est quand tu appuies sur le bouton de l'ascenseur qui met super longtemps à arriver. Donc t'attends. Et au final, tu aurais été plus rapide à monter les marches. Sauf que comme tu as déjà attendu 5 minutes, si tu prends les marches, ces 5 minutes, elles auraient aucun sens. Donc pour faire en sorte que ces 5 minutes aient existé soient cohérentes, t'attends l'ascenseur et au final peut-être que ces 5 minutes vont se transformer en 10 parce que l'ascenseur est totalement en panne jusqu'à temps qu'il arrive, ou alors que tu décides de prendre l'escalier et que c'est pas grave d'avoir perdu ce temps. Mais une fois que tu as investi une ressource, c'est beaucoup plus facile pour rester en cohérence avec toi-même et avec cet investissement de faire l'action qui est corrélée à cet investissement. Maintenant, un dernier petit point justement pour aller en contradiction avec la pression. Des fois, tu as trop de pression. Par exemple, si tu repousses, que tu procrastines totalement le fait de publier ta première vidéo YouTube, de te lancer sur les réseaux, justement, là, il faut pas avoir de pression. Et ce que je vais te dire, c'est que tout le monde s'en fout de ta vie. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si t'as peur des réactions de ton entourage qui trouvent ça un peu bizarre que tu te lances ou quoi, on s'en fout. Ça va leur passer dans la tête 5 minutes. Ils vont peut-être rigoler un peu si vraiment c'est cringe parce que ta vidéo sera éclatée dans tous les cas. Ta première vidéo c'est nul, ma première vidéo était nulle. Là on commence à faire des trucs un peu mieux au fur et à mesure et dans un an ce sera beaucoup mieux qu'actuellement. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde est concentré sur sa propre vie. Personne te calcule. Donc lance ta vidéo, il va rien se passer derrière.
ou alors que des retombées positives parce qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir créer quelque chose de gros. Et pour finir cette vidéo, je vais te parler d'un dernier truc qui peut être très compliqué à gérer, c'est le manque de plan. Tu sais les tâches à peu près qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir avancer, mais tu sais pas dans quel ordre, tu sais pas comment faire pour que ce soit optimal. Vraiment, si t'as pas confiance en ton plan, en toi, c'est difficile de s'y mettre. Alors que si tu as un plan, tu as juste à abattre tâche après tâche sans te poser de questions. Peut-être que là, tu as fini une tâche, mais que celle d'après, tu sais pas trop c'est quoi. Et donc au final, tu procrastines, tu essayes de te renseigner vaguement, mais en même temps, tu regardes d'autres vidéos YouTube, bref, t'avances pas trop. Et c'est dans ces moments-là où tu perds beaucoup de temps et où tu vas te sentir mal de pas avancer. Ce que je fais, moi, personnellement, c'est des plans sur 90 jours. Je me fixe un gros objectif sur 90 jours et ensuite, je viens le décomposer en plusieurs sous-étapes. Donc, pour le premier mois, pour le deuxième mois et le troisième mois, du coup, c'est le gros objectif. Et ensuite, je viens redécomposer ces étapes en actions concrètes à faire chaque semaine, puis après en actions concrètes à faire chaque jour. Donc j'ai juste à me poser pendant 1 heure, je fais tout mon plan pour les 3 mois, et pendant les 3 mois qui viennent, j'ai plus à me poser de questions et je j'abats le taf à la chaîne. Mais après, il faut bien juger ce qui est réaliste et suffisamment challengeant à faire sur les 90 jours et même pendant tes semaines. Et c'est pas forcément très simple quand tu t'y connais pas énormément dans ta thématique, dans ton activité. Ça peut être très difficile de trouver des objectifs concrets, réalistes, que tu peux atteindre, mais qui vont te permettre aussi d'avancer suffisamment rapidement. Et c'est pour ça aussi dans mon accompagnement pour les freelances, où je les aide à développer leur activité, à donner le coup d'accélérateur à ton business dont tu as vraiment besoin, celui que tu repousses depuis bien trop longtemps, qui est en réalité du coup que de la procrastination déguisée. Ce plan, je le fais à ta place et on le réadapte au fur et à mesure parce qu'il y a un suivi chaque semaine avec tous les membres du groupe. Donc, tu as de la pression sociale, t'as pas envie de les décevoir et tu as un feedback concret sur ce que tu fais. Tu sais si ce que tu fais est bien, si tu vas dans la bonne direction et ce qui sera le plus optimisé pour toi à faire la semaine prochaine. Comme ça, t'as pas de procrastination parce que clairement, comment ça se passe? C'est si tu procrastines depuis 45 ans à prospecter tes nouveaux clients, moi je te dis, la semaine prochaine, je veux le screen de 50 mails que tu as envoyés. C'est vraiment, on force un passage à l'action massif pour que tu atteignes vraiment tes résultats. Et en plus de ça, dedans, je fais plein de contenus de ce genre encore plus poussés, des guides pour vraiment booster tous les aspects business, productivité, pour que tu puisses avoir les résultats les plus rapidement possible et les meilleurs en seulement 90 jours. En seulement 90 jours, vraiment, tu peux changer ta vie. J'ai bossé avec des monteurs vidéo qui partaient de pas grand-chose au niveau du montage vidéo et qui avaient 0 client. Au bout de 3 mois, ils avaient tous des clients. Ils faisaient quasiment tous 1500 €, voire plus par mois, alors que de base, ils n'avaient pas de clients. Tu vois que quand tu suis une méthode précise, faite par quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu veux faire et à qui tu dois quelque chose qui te force à passer à l'action, tu peux avoir des résultats très rapidement. Ça, c'est des résultats que peut-être certaines personnes n'auront pas en 1 an seulement parce qu'elles n'ont pas les bonnes méthodes et qu'elles passent pas à l'action suffisamment. Et moi, avec cet accompagnement, mon but, c'est de résoudre tous ces problèmes pour que tu puisses changer ta situation et transformer ta vie. Et en plus de ça, si tu es dans le montage vidéo, tu as accès à toutes mes formations de montage vidéo actuelles et futures. Donc, si tu es intéressé, je te laisse le lien dans la description pour en savoir plus. Je t'explique concrètement tout ce qui se passe dans la vidéo de présentation. Et après, tu pourras réserver ton appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point sur ta situation et qu'on voit si c'est un bon fit, qu'on puisse bosser ensemble. Je prends que les personnes les plus motivées et les personnes que je sais que je peux concrètement aider. Si ton projet, je me sens pas trop de pouvoir réellement t'apporter des résultats, on va pas bosser ensemble et je vais te rediriger vers quelqu'un qui sera plus compétent pour t'aider dans ta problématique. Mon but, c'est pas de prendre tout le monde qu'ils aient des résultats moyens et que du coup, mon image d'entreprise, elle soit pourrie et j'ai des retours clients pourris. Je veux maximiser tes résultats. Voilà, sur ce, j'espère que ce guide pourra t'apporter le maximum de valeur, que ça va réellement changer ta capacité à passer à l'action pour obtenir les résultats que tu souhaites. Si tu veux qu'on bosse ensemble, le lien est en description. Sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out.